Merci Mathias. Il est parti, ça y est, il a fait son taf. Bah, il reste encore deux petites confs pour le talk entrepreneur. Juste avant celle de Damien, la prochaine c'est la mienne. Je vais vous parler d'un aspect important de l'entrepreneuriat. Mathias l'a évoqué, c'est l'échec. Moi j'avais lancé ma première boîte donc le sujet de mon talk c'est pourquoi j'ai échoué. Ça, c'était moi il y a un peu moins de 10 ans. Ça, c'était en fait, j'avais lancé ma première boîte à la sortie de l'école. Lancer une boîte à la sortie de l'école, c'est un bon moyen d'apprentissage, mais pas le meilleur moyen pour réussir. On ne sait pas grand-chose de la vie à ce moment-là. Et j'avais une idée, des slides, et j'avais réussi à intégrer l'incubateur qui s'appelle maintenant Nubo. À l'époque, ça s'appelait l'incubateur Midi-Pyrénées avec le concept Picken, et là, c'est mes deux associés. Et je me rappelle, à l'époque de cette photo, on n'avait rien du tout. On a eu un article de presse. À l'époque, la presse elle est toujours très friande des startups, mais maintenant que l'écosystème est plus mature, en général, il faut peut-être un peu plus d'éléments de réussite pour pouvoir avoir un peu d'exposition. À l'époque, il suffisait de pas prononcer le mot startup pour avoir l'attention de la presse. Et on avait eu un article de presse, je ne sais plus sur quel, et il y avait eu cette photo qu'on avait prise sur la place du Capitole. Et j'avais partagé du coup cette photo sur Facebook. Il y a des gens qui m'ont félicité pour la réussite alors qu'on n'avait rien. Je me rappelle, c'était très rigolo. Mais ça donne quel était l'état d'esprit, qui était beaucoup d'énergie, mais pas forcément beaucoup de bonnes décisions. Et en fait, à peu près 1 an et demi après, on avait une appli qui ne marchait pas, à moitié de plan de com, plus de trésor. Et du coup, on a dû se rendre à l'évidence qu'il fallait arrêter. Du coup, la question c'est que je m'étais posée, il y a une rétrospection qu'on doit faire quand on s'investit énormément dans un projet et qu'on ne le réussit pas. Et la question que je m'étais posée, c'est pourquoi j'avais pris les mauvaises décisions. Qu'est-ce qui, en moi, me faisait que j'analysais mal la situation ou que j'allais dans la mauvaise direction. Et du coup, j'en suis ressorti avec 6 sources d'erreurs quand on entreprend. 6 éléments qui sont des éléments à risque et qui peuvent vous faire prendre des décisions qui sont pas bonnes. La première, j'ai appelé s'abriter sous l'arbre. Alors, s'abriter sous l'arbre, évidemment, c'est une allégorie. Si vous êtes en extérieur, en forêt, et que d'un seul coup, il y a un orage qui éclate, être comme ça sous la pluie, sous les nuages, avec une pluie qui tombe en trombe, c'est extrêmement insécurisant. Enfin, vous ne vous sentez pas en sécurité. L'endroit qui peut vous faire sentir en sécurité, c'est d'aller sous un arbre. Parce que là, vous avez un minimum de protection. Seulement, en allant sous un arbre, vous augmentez considérablement votre chance d'être foudroyé. Et je trouve cette allégorie extrêmement intéressante puisque la recherche de la sécurité, ce qu'on fait intuitivement pour rechercher la sécurité peut nous mettre en danger. Dans mon cas précis, en fait, j'étais sorti d'une école d'ingénieur et alors que tous mes collègues sont allés prendre des postes dans des grandes entreprises avec des CDI, etc., moi je me suis dit je vais entreprendre. Et ce qui met dans une très grande insécurité parce que j'ai gardé mon studio d'étudiant pour faire ça. Et alors que tout le monde avait des vrais jobs, moi j'étais dans ma chambre en train de travailler sur mon ordinateur. C'était extrêmement insécurisant et je me rappelle d'une anecdote, c'est que quand j'expliquais à un pote que non, en fait, j'ai ce projet-là, je ne veux pas avoir un job, il m'a dit mais tu sais que Logica, ils recrutent en ce moment. Hein. C'est-à-dire que les gens ne me croyaient même pas en fait que c'était vraiment mon projet, ils pensaient que c'était par défaut parce que je ne trouvais pas de job. Bon. Donc, grosse situation d'insécurité où on se sent illégitime et dès que j'ai pu avoir un minimum de budget et un espace de bureau grâce à Nubo, donc je voulais ressentir que j'étais chef d'entreprise et du coup j'ai rempli mon bureau de stagiaire. Parce qu'en remplissant mon bureau de stagiaire, quand j'arrivais le matin, j'avais en fait une équipe et je pouvais me sentir comme un chef d'entreprise et mon focus n'était une grosse partie de l'énergie que je mettais, c'était pour me rassurer sur le fait que ce que je faisais est légitime et sur le fait que j'avais un statut. Et en fait, je prenais beaucoup de décisions qui ont fini par tuer ma boîte, soit parce que je faisais des dépenses inutiles, soit parce que je menais des actions inutiles qui ne faisaient pas avancer mon business, mais qui me rassuraient sur mon propre statut. Et ça, c'est un élément, je discute souvent avec des entrepreneurs, c'est quelque chose à vraiment garder en tête. Ce qui va faire que votre boîte va marcher, c'est votre focus sur votre business et essayer de vous rassurer. Paradoxalement, c'est ce qui peut tuer votre boîte. Donc, attention à ne pas mettre trop d'énergie pour se sécuriser au lieu de mettre de l'énergie pour faire progresser sa boîte. Autre source d'erreur, c'est manquer d'une compétence clé.
À l'époque, alors pour expliquer la référence, je ne sais pas si tout le monde l'a, parce qu'il y a des gens plus jeunes que moi ici. Brice de Nice, vous l'avez un peu? Bon, en tout cas, c'est quelqu'un, toute sa vie tourne autour du surf, du style de surf, sauf qu'il ne sait pas surfer. Et donc, manquer d'une compétence clé quand on lance une startup, c'est un peu de se retrouver dans cette situation-là. Et moi, à l'époque, je voulais développer une appli et je n'étais pas développeur. Et le fait de ne pas être développeur, ça m'a mis dans une série d'emmerdes qui ne se sont jamais terminées. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas avoir de développeur me permet. J'avais pris des stagiaires pour développer, mais je ne pouvais pas encadrer ces stagiaires, je ne pouvais pas savoir s'ils faisaient du bon travail. Pour faire appel à des prestations extérieures, je ne pouvais pas contrôler si la prestation était correcte, je ne pouvais pas contrôler si le tarif était correct. En fait, il y avait un élément complètement central dans ma création de valeur qui était le développement d'une appli sur lequel je n'avais aucune maîtrise. Et du coup, tout au long du projet Pickun, j'ai fait mauvaise décision sur mauvaise décision sur mauvaise décision sur mauvaise décision, parce que je ne comprenais pas un sujet absolument essentiel à la création de ma boîte. Quand vous manquez d'une compétence clé, entourez-vous de au moins quelqu'un qui peut vous accompagner sur le fait de comprendre. Pas forcément quelqu'un qui exécute, mais au moins quelqu'un qui peut vous aider à déchiffrer ce qui se passe. Et comme ça, vous pouvez au moins prendre les bonnes décisions, même si vous déléguez. Troisième source d'erreur, c'est se prendre pour Batman. Alors là, c'est Kick-Ass. Je ne sais pas si vous connaissez le film. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas le film Kick-Ass, pourquoi ça m'a inspiré pourquoi je trouve que c'était la bonne image pour illustrer ce propos, c'est que c'est un gars qui un jour a décidé de devenir un super-héros. Il s'est dit c'est très cool d'être un super-héros, il s'est habillé en super-héros et il est sorti pour défendre la veuve et l'orphelin. Sauf qu'à la première rencontre un peu avec des gens pas commodes, en face c'était des vrais criminels et donc il a pris la rousse de sa vie, il a fait 1 mois de coma derrière, etc. C'est pas parce qu'on a décidé qu'on était très fort qu'on est très fort. Et ça, j'ai péché par ego sur ma première boîte. Notamment, c'était la première boîte, je sortais de l'école, et quelqu'un de très expérimenté m'avait dit « Mais tu ne peux pas être CEO et CTO en même temps, tu sais que c'est 2 gros jobs. » J'ai dit « Si, je vais le faire. » Je n'avais jamais été CEO, je n'avais jamais été CTO, mais je pensais que je pouvais faire les deux juste parce que j'avais décidé que j'étais trop fort pour faire les deux. Ça ne tient pas, ça en général. On peut être très fort dans quelque chose, mais il faut avoir des éléments dans sa vie qui nous permettent de le penser si on veut miser dessus. Mais juste se dire je suis trop fort parce que je suis trop fort, ça ne marche pas. Et à l'époque aussi, quand la trésor commençait à s'amaigrir et qu'on me disait qu'il fallait trouver une solution, j'ai dit ouais, je vais aller chercher des fonds. Et on m'a dit, mais tu sais que c'est 9 mois minimum en général pour trouver des fonds. Je dis, ouais, en 3 mois, je vais y arriver. Je ne suis pas arrivé. Donc, c'était une espèce d'assurance qui ne s'appuyait sur rien de concret, en fait. Juste, voilà. Donc, ça, c'est une source d'erreur. Si vous vous trouvez à construire vos plans sur une qualité que vous pensez avoir, mais qui n'est pas backée par vraiment votre track record, ce que vous avez fait dans le passé, vous pouvez être très fort dans quelque chose, mais il faut que vous ayez de l'expérience de vie qui vous dit que sur ça, en général, vous faites plus vite que les autres. Si vous n'avez pas cet élément-là, il vaut mieux partir sur un plan normal. Alors, autre défaut, autre source d'erreur, c'est rechercher à la flatterie. Alors, ça ressemble un peu à la première. La première, c'est rechercher la sécurité. C'est, on va dire, le niveau au-dessous, c'est de passer de -1 à 0. Rechercher la flatterie, c'est passer de 0 à essayer d'être plus reconnu. Et en fait, je passais énormément de temps à faire du semblant de networking juste parce que avoir une start-up c'était cool et n'importe quelle occasion que j'avais de parler de start-up ou de dire que je suis start-upper, je recherchais ça et je passais beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à rechercher de la reconnaissance au lieu de faire avancer mon business. Et ça, encore un défaut qu'on retrouve très souvent chez les entrepreneurs et c'est une grosse source d'erreur de mettre de l'énergie pour chercher de la reconnaissance. Et aujourd'hui, il y a un examen à faire quasiment tout le temps quand vous devez mener une action, par exemple aller dans un salon, aller networker, acheter c'est est-ce que je suis en train de le faire parce que vraiment il y a une opportunité business ou est-ce que parce que j'adore me présenter comme quelqu'un qui a créé une boîte et profiter de ce sentiment-là. Je pense que c'est un examen à faire très régulièrement par n'importe quel entrepreneur quand vous menez des actions pour faire avancer votre boîte.
Autre source d'erreur, alors ça concerne les ingénieurs, mais j'imagine que ça peut s'appliquer après à d'autres. C'est faire son ingénieur. Faire son ingénieur, c'est quoi? C'est que on a envie, quand vous créez une boîte, vous allez avoir beaucoup de tâches où vous allez créer de la valeur pour votre business, mais vous n'allez pas avoir l'impression que vous créez de la valeur pour votre business. Pourquoi? Parce que quand on a fait une école d'ingénieur et que pendant 5 ans, et même les années d'avant au lycée, parce que si on a choisi cette branche-là, c'est qu'on aimait certaines matières, créer de la valeur, c'était résoudre des problèmes techniques. Quand on se retrouve dans une start-up où créer de la valeur, c'est passer des coups de fil, envoyer des emails, rencontrer des clients, etc., on peut avoir l'impression qu'en faisant ça, on ne crée pas de la valeur. On a un sentiment qu'on est en train de perdre notre temps. Et ça, ce biais-là peut nous faire nous concentrer excessivement sur le domaine dans lequel on est confortable, où on va se sentir bon, où on va se sentir qu'on crée de la valeur, mais qui n'est pas forcément le plus pertinent à ce moment-là pour faire avancer son projet. Et moi, là où le plus bel exemple que j'ai eu de faire son ingénieur, sur l'appli Pick'n, donc il y avait un moment, il fallait calculer la proximité d'endroits, savoir quand je suis dans une ville, il y a une base de données de lieux, quels sont les lieux les plus proches et mettre en avant les lieux les plus proches. Je me suis dit, c'est intéressant de savoir, puisqu'on bouge pendant qu'on recherche quels sont les lieux les plus proches, on doit bouger. Je me suis dit, si je bouge, est-ce que je recalcule la distance par rapport à tous les lieux de la base ou est-ce que je recalcule la distance que par rapport à un certain nombre de lieux pour optimiser? Et j'ai trouvé la question très intéressante d'optimisation en fait. Comment je minimise le nombre de calculs? Peut-être j'en ai perdu déjà quelques-uns. Comment, en tout cas, je voulais minimiser un nombre de calculs sur le téléphone pour calculer le moins de distance possible. Et je me suis éclaté à résoudre ce défi technique. J'ai trouvé une solution extrêmement élégante et sophistiquée. Derrière, je l'ai expliqué à mes stagiaires développeurs. Personne ne l'a compris. Ils l'ont mal implémenté. Ça n'a jamais marché. C'était une horreur absolue. Et le pire, c'est qu'en fait, les téléphones sont tellement puissants pour ce genre de calcul qu'en fait, j'aurais pu calculer 100 fois tous les trucs. Ça n'aurait rien changé à la performance de mon application. Donc, je me suis juste amusé à résoudre un problème que je n'avais pas besoin de résoudre en allant chercher des solutions beaucoup trop compliquées que personne n'a compris. Mais je me suis éclaté parce que j'étais dans ma zone de confort. Mais je faisais reculer mon business. Et donc, savoir concentrer son énergie sur ce qui fait avancer son business et pas ce sur quoi on va se sentir bien parce que c'est notre zone de confort, ça c'est important de le faire. Et ça aussi c'est difficile, il faut faire un examen permanent de est-ce que je suis vraiment en train de faire avancer mon business ou est-ce que ce que je fais répond à un autre besoin. Dernière source d'erreur, c'est ignorer les conseils de ses aînés. Parce que sur la plupart des erreurs dont je vous ai parlé ou des sources d'erreurs, j'ai eu dans mon entourage des gens qui m'ont indiqué la bonne voie et je ne les ai pas écoutés. Donc, de toute façon, quand on est entrepreneur et plus quand on est entrepreneur dans l'innovation, c'est qu'on n'est pas du genre à tellement adorer, aimer écouter ce que nous disent les autres. Et je n'ai pas d'illusion sur le fait que même si je vous dis ça, vous allez quand même dire « ouais, mais non, mais moi je pense que… oui, là, l'aîné m'a dit ça, mais je pense qu'il a peut-être tort. » Ce n'est pas grave de penser ça. Ce qui est important, c'est que si vous avez pris un chemin et qu'il s'avère qu'il est plus compliqué que prévu, de remettre en cause et de dire « ok, j'ai pensé qu'on m'a dit de ne pas faire comme ça, je suis en train de le faire. Là, j'ai des signaux négatifs. » Souvenez-vous à ce moment-là de ce que vous dit l'aîné et peut-être réagissez vite. Donc, je n'ai pas l'illusion je ne m'illusionne pas sur le fait que vous allez d'un seul coup écouter tout ce qu'on vous dit, mais gardez-les quand même dans un coin de votre tête. Si jamais ça ne marche pas comme vous voulez, ajustez vite puisque vous avez ce conseil dans un coin de votre tête. Voilà pour les 6 sources d'erreurs. Donc, s'abriter sous l'arbre, manquer d'une compétence clé, se prendre pour Batman, rechercher la flatterie, faire son ingénieur et ignorer le conseil de ses aînés. Si vous avez des questions sur tout ça, on peut se voir pendant l'apéro. Et je laisse la parole à Damien pour son prochain talk.